sur le modus operandi, on s'est mis d'accord avec Philippe. J'interviendrai en premier parce que moi je pose des questions et lui viendra en second parce qu'il donne des réponses. Et ensuite, nos partenaires, et il y en a un certain nombre qui seront tenus à 5 minutes, interviendront chacun à leur tour. Alors, je vais vous donner, moi, ma déclaration finale des rencontres. Qu'avons-nous appris? Pas grand-chose. Alors, j'ai découvert les couvillons, l'hexachloroquine, le masque, je sais pas quoi, FTP, bon, des trucs passionnants au niveau médical. Au niveau économique, on n'a malheureusement pas encore appris beaucoup de choses. On a appris des choses sur le diagnostic quand même, mais sur les propositions, à mon avis, on est un peu en retard, d'où l'intérêt de ces rencontres. Qu'avons-nous appris? Où en sommes-nous? Alors, si c'était moi qui faisais la déclaration, je mettrais dans la... Mais comme Jean Hervé m'a fait promettre que le cercle des économistes ne disait pas de gros mots, je vais m'y tenir et je vais dire nulle part ou presque. Et c'est pas le plan que nous a présenté avec un ton laudateur mon ami respecté Raymond, qui à mon avis change radicalement les choses. Et il y avait dans son discours, encore une fois passionnant comme toujours, une petite contradiction entre ce qu'il dénonçait comme risque et comme menace et les qualités de ce plan qui sont incontestables. Personne ne les conteste. Enfin, moi, je ne les conteste pas. Mais enfin, à mon avis, je ne dis pas qu'il manque un zéro, mais c'est pas loin. Alors, le thème de notre table par ronde, c'est l'entreprise entre responsabilité sociale et impératif économique. Dans ce domaine-là, on est tous d'accord, c'est même pas la peine de discuter. Le mot-clé pour le futur, c'est confiance. Au niveau individuel, dans l'entreprise, au niveau macroéconomique. Le niveau du jour, c'est pas confiance, c'est incertitude, interrogation, parce que on n'en sait rien. Et donc, je me suis contenté, pour introduire ce débat, de faire la liste des incertitudes que les chefs d'entreprise, puisque c'est la table ronde, allaient avoir à affronter dans les mois qui viennent. Il y en a 14. Il n'y en a pas 13, il n'y en a pas 15, il y en a 14. Et donc, vous pouvez prendre votre crayon pour ceux qui ne l'ont pas et les noter. Il y aura une interrogation écrite aux prochaines rencontres d'Aix-en-Provence. Regardons d'abord les fondements. Je vais aller évidemment très vite en vous les présentant, sans prendre parti toujours. Première question, quel niveau de profit les investisseurs doivent-ils exiger? Ça, c'est un sujet à moyen terme. On ne pourra pas continuer avec 15%. On a d'un côté une épargne qui est rémunérée à zéro et des investisseurs qui recherchent 15%. Il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est une question qu'il va falloir évidemment se poser. Dans cette question, il y en a une seconde, c'est quelle nouvelle politique de dividendes mettre en œuvre. Et là, je pense aussi qu'il va falloir repenser la politique de dividendes, parce que si on veut trouver des accords au niveau des entreprises ou des branches, il faut qu'il n'y ait pas l'impression qu'il y en a qui gagnent alors que d'autres perdent. Troisième question, quelle politique de rémunération des patrons faut-il initier? Là aussi, clairement, si on ne change pas un peu les modalités de calcul, on ne va pas y arriver et on va créer des tensions très fortes. Quatrième question, quelle
rôle nouveau les syndicats doivent-ils jouer? Alors ça, c'est une question bien plus vaste. Il est absolument clair que le dialogue social est absolument essentiel. Le président de la République s'en est rendu compte, c'est bien. Ce qui n'était pas approuvé, qu'il était très intelligent. Reste quel dialogue social et à quel niveau? Moi, en ce qui me concerne, je considère que la branche n'est pas le bon niveau et que le bon niveau, c'est l'entreprise. Mais en tout cas, c'est un sujet qui doit évidemment être débattu. Dans le même ordre d'idées, quel nouveau financement des syndicats doit-on promouvoir? On ne va pas y arriver. On a un système syndical, enfin, je vous rappelle quelques chiffres, 10% de taux de syndicalisation et 3% dans les PME, des syndicats éclatés, politisés, et donc nécessairement revendicatifs. C'est pas jouable. Et en partie parce qu'ils n'ont pas les sous. Donc les sous, ils sont allés les piquer avec la complicité de tout le monde dans la formation professionnelle. Alors depuis une dizaine d'années, les choses s'améliorent, mais on est quand même très loin du compte. Et je considère, qu'il faut modifier, j'y reviendrai, le mode de formation professionnelle, mais je pense aussi qu'il faut modifier le mode de financement des syndicats. Et s'il faut faire une taxe pour les financer, s'il faut que les entreprises mettent un peu d'argent à la poche et l'État aussi, moi je n'y verrai aucun inconvénient. Sixième question, quelles conditions de travail post-Covid? Là, c'est l'avenir de l'industrie qui est en cause, de l'industrie manufacturière. Les conditions de travail ne seront plus jamais les mêmes. Alors si vous rajoutez à ça la mondialisation des chaînes de valeur, vous multipliez par 10 le problème, mais il est clair qu'il y a de nouvelles conditions de travail à négocier. Voilà pour les fondements, les traductions concrètes. Il en reste 8, mais ça va être vite fait. Quelle politique de parité homme-femme? Alors ce n'est pas le corps du sujet aujourd'hui, enfin, même si c'est un sujet absolument essentiel, mais le télétravail va, à mon avis, poser de manière différente ce problème de parité, et ça mérite réflexion. Quelle politique environnementale qui ne soit pas cosmétique? On ne va pas couper, on ne va pas replanter tous les sapins de Noël. Enfin, moi, je suis choqué là qu'il y ait des fleurs, parce que c'est des fleurs qui vont mourir, donc c'est pas bien. Il est clair que souvent, les entreprises qui font le moins d'efforts en matière environnementale font le plus de pages dans leur rapport annuel sur le sujet. Et donc là, il va falloir, c'est peut-être le seul dans les questions que je pose, la seule où je pense qu'il faut que l'État intervienne, soit par une vérification de ce qui est fait, soit par un système de name and shame, mais il faut absolument que les choses se fassent et qu'elles se fassent de manière effective. Dixième question, quelles nouvelles normes prudentielles pour les banques et les assurances? Antoine va être particulièrement intéressé par cette question. Je suis pour ma part pour la suspension et de Bâle III et de Solvency II. Ces règles prudentielles poussent les entreprises, poussent les banques et les assureurs à être bêtes. Donc c'est pas qu'ils sont bêtes ou c'est pas qu'ils sont méchants, ils sont ni bêtes ni méchants, mais on leur a dit vous n'avez pas le droit de prêter aux PME, surtout en fonds propres. Non, c'est pas possible. Ces normes qui ont été construites dans une période de croissance ne sont plus adaptées aujourd'hui et il faut donc probablement les changer et commencer par les suspendre. Quelle politique concrète pour les PME et surtout les TPE? Un seul point essentiel, les fonds propres. Tout le reste, je pense que ça va se faire. Avec l'easy money, je n'ai pas d'inquiétude majeure. Mais ce qu'il faut, c'est des fonds propres. Or, il y a peu de structures qui financent en fonds propres. Et dans ce domaine-là, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. 12e question, qui est liée à la précédente, comment ne pas gâcher l'argent public en soutenant artificiellement des canards boiteux? On a vécu dans les années 80, pour les plus vieux d'entre nous, une période où tout le monde faisait du capital risque, toutes les banques, toutes les compagnies d'assurance, et faisaient n'importe quoi.
le capital investissement, c'est-à-dire le renforcement des fonds propres, c'est un métier spécifique. Et les banquiers et les assureurs ne savent pas le faire aujourd'hui. Donc là, il y a un problème, et un problème de formation pour ne pas financer des entreprises qui n'ont aucun avenir. 13e, il n'en reste plus qu'une après. Quelle politique refondée de la formation professionnelle mettre en œuvre? Oui, j'ai commencé à le dire, je le répète. Il est clair qu'il y a des efforts qui ont été faits et par Hollande et par Macron en matière de formation professionnelle, mais on est tellement loin du compte que, à mon avis, il y a une refonte complète. Raymond Soubi l'a dit de manière allusive, mais je pense qu'il n'est pas loin de penser la même chose que moi. Et comment, dernière question, comment rendre cette formation professionnelle efficace? C'est pas tout de mettre des sous, encore faut-il que les structures de formation et les formateurs soient de qualité, ce qui est pas une critique des personnes qui sont en place aujourd'hui, mais qui est un défi absolument majeur. Voilà. Alors, vous voyez bien qu'entre responsabilité sociale et impératif des entreprises, le choix n'est pas binaire. Enfin, on doit pouvoir faire les deux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a, et je terminerai par les certitudes après avoir listé toute une série d'incertitudes. Première certitude, les 14 questions que je pose, il faut que les chefs d'entreprise y répondent. Et évidemment, ils ont commencé à y réfléchir et qu'ils ont commencé à y répondre, mais il faut qu'ils y répondent. Et donc, on a décidé, le cercle des économistes, qu'on faisait une interrogation écrite aux prochaines rencontres pour vérifier que chacun avait bien mesuré. Vous verrez les 14 questions sur le site, bien mesurées. Et vous pouvez en rajouter, parce qu'il y en a sûrement d'autres. Et peut-être que Philippe en rajoutera. Deuxième certitude terminale, sur les 14 questionnements que j'ai posés, il y en a 9 qui touchent centralement à la formation. Et donc, je dirais que l'emploi, c'est la première préoccupation, on l'a vu tout à l'heure, mais la formation, c'est le premier moyen que l'emploi soit un bon emploi. Et dans ce domaine-là, il y a un effort absolument majeur à faire, et je pense que c'est une certitude. Enfin, une dernière certitude, la plus importante, il ne reste plus que 15 jours pour attendre mon livre que j'ai écrit avec Patrick Artus, qui s'appelle « L'économie post-Covid », où, pour ceux qui vont faire l'interrogation l'année prochaine, il y a un certain nombre de réponses, et il est objectivement pas cher. Donc, voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Toujours plaisir d'interagir avec Olivier. Donc, voilà. On m'a demandé de dire faire quelques réflexions sur la responsabilité sociale d'entreprise. En fait, c'est toujours bon, quand on étudie une question, d'avoir ce qu'on appelle une référence de base, quoi. En économie, en tout cas, c'est souvent utile. Par exemple, quand on étudie la croissance, on part d'un modèle qui prédit que sous certaines hypothèses, il n'y a pas de croissance. C'est le modèle de Solow. Quand on étudie la finance d'entreprise, on part d'un modèle qui dit que la finance d'entreprise n'a aucune importance. C'est Modigliani-Miller, mais on s'en écarte après. Eh bien, quand il s'agit de responsabilité sociale d'entreprise, il y a le théorème de Friedman, Milton Friedman, en 1970, écrit un papier où il dit, ben, finalement, voilà, c'est une question vide, parce qu'en gros, eh bien, les entreprises, chacun doit faire ce qu'il doit faire, quoi. Donc les entreprises, elles doivent maximiser le profit, et puis c'est à l'État de les réglementer, c'est au système juridique de faire en sorte que les contrats soient appliqués, et voilà. Et donc chacun chez soi, quoi. Donc les entreprises, ne les embêtez pas, elles font ce qu'elles ont à faire. Évidemment, elles se soumettront aux réglementations, aux lois, elles respecteront les contrats, etc. Donc elles n'ont pas, elles, à s'occuper de responsabilité sociale d'entreprise. Ça, c'est la vision Friedman. Alors c'est très intéressant. Friedman est un ultralibéral.
hein, économiste de Chicago, ultra-libéral. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des économistes il y a des juristes ou des penseurs très à gauche, pas d'économistes. Alain Supiot, qui est un juriste plutôt assez radical gauche, qui pense exactement comme Milton Friedman. Parce que pourquoi? Parce que pour Alain Supiot, si on commence à dire responsabilité sociale d'entreprise, le risque, c'est que l'État se désengage. Or, comme on veut que l'État joue pleinement son rôle, il ne faut surtout pas dire que les entreprises doivent avoir des responsabilités. Alors c'est très amusant parce que vous avez les deux bouts du spectre qui se rejoignent sur la même position, qui est de dire chacun chez soi, l'État doit être responsabilisé, les entreprises, elles doivent faire leur truc. Alors malheureusement, là où le bât blesse, c'est que le gouvernement peut faire beaucoup de choses, mais il ne peut pas tout faire. Et le gouvernement ne peut pas micromanager chaque entreprise. Il ne peut pas, d'abord parce qu'il y a un problème on dit en anglais overload, je suis surchargé. Mais il y a aussi un problème aussi de capture, parce que peut-être que les grosses entreprises peuvent avoir des connexions et peuvent dire moi ça va très bien chez moi, c'est pas la peine d'aller regarder, etc. Donc déjà là on sait que c'est pas facile de réglementer. Réglementer c'est un grand mot. Le gouvernement fait un très bon travail en réglementer, mais ça marche pas parfaitement. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas réglementer ce qui se fait dans d'autres pays qui obéissent à des juridictions différentes des nôtres. Moi, je ne peux pas réglementer s'il y a du travail. On sait qu'au je sais pas, moi, au Bangladesh, on fait travailler les enfants, etc. C'est très difficile pour moi de réglementer ce qui se passe ailleurs. Donc, moi, j'étais par exemple à Harvard, j'étais dans un comité qui surveillait les investissements de Harvard. Harvard a un énorme endowment de plusieurs milliards, et ils investissaient, et il fallait regarder ce qui se passait dans les pays, est-ce qu'on faisait travailler les enfants, est-ce qu'en Colombie, etc. Mais c'était un truc d'éthique, parce que justement, on ne pouvait pas se reposer sur la législation ou sur la mise en œuvre des législations dans ces pays-là. Donc déjà, là, on voit bien que dans ces circonstances, eh bien, il y a un rôle pour la responsabilité sociale d'entreprise. D'accord ? Et alors, quels sont un peu les instruments? Alors, eh bien, un instrument, c'est qui peut faire pression sur les entreprises? D'abord, il y a les consommateurs. Les consommateurs pourraient dire, ben moi, par exemple, si une entreprise pollue beaucoup, et si on me dit qu'elle pollue, ben je vais décider de ne pas acheter les produits de cette entreprise. Donc, les consommateurs peuvent faire une certaine pression. Et d'ailleurs, en fait, c'est intéressant, sur le climat, eh bien, j'ai fait une étude avec Roland Benabou et d'autres co-auteurs, Alexandra Roulet, que vous connaissez très bien, et un autre co-auteur, Ralph Martin, et on a montré quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, dans les pays où il y a une demande pour de l'environnement, ou dans les environnements, eh bien, plus de concurrence sur le marché des biens et services pousse les entreprises à innover davantage vers le technologie verte. C'est intéressant. Elles suivent leurs consommateurs, voyez. Donc, quand vous avez... Donc, en fait, il y a un rôle, une complémentarité. Il faut un rôle pour l'éducation, parce que l'éducation va faire en sorte et l'information, qu'il y ait davantage probablement de gens, d'un citoyen sensible aux questions d'environnement. Mais une fois qu'on a ça, eh bien, la concurrence est un levier. C'est intéressant parce que la taxe carbone est un formidable levier, mais après les gilets jaunes, on en cherche d'autres. Eh bien, un autre levier, c'est la concurrence pour peu qu'il y ait une demande et on sait que le Covid a produit ça, c'est qu'il y a eu davantage encore de demandes pour l'environnement. Eh bien, c'est intéressant de savoir que les consommateurs font pression sur les entreprises suivent leurs consommateurs. Donc ça, c'est quand même un résultat très intéressant et l'effet est très important. C'est l'effet comme une grosse taxe carbone. Donc c'est intéressant, d'accord? Deuxième, les investisseurs peuvent décider de divest. S'ils voient que l'entreprise, eh bien, elle investit dans des trucs, dans des technologies qui ne sont pas vertes, ils peuvent décider de divest. Il peut y avoir aussi le vote des actionnaires. Les actionnaires peuvent décider de voter. Alors par exemple, mes collègues Oliver Hart, prix Nobel d'économie 2016, et Luigi Zingales, on travaille beaucoup sur le rôle des shareholders. Est-ce qu'on va passer d'une shareholder society à une stakeholder society? Et est-ce que les shareholders eux-mêmes ils disent, mais nous on est shareholder society quand même, mais on ne regarde pas que le profit, on vote sur toute une série de choses. Voilà, donc ça c'est intéressant de voir jusqu'où ça peut aller. Il n'y a pas eu d'études empiriques sur ces autres leviers-là. À mon avis, il faudrait qu'il y en ait. D'accord? Et puis il y a les financiers. Alors là, il y a un travail très intéressant par Bolton et Samama. Et Bolton et Samama, il y a d'autres, ont montré l'importance d'introduire dans le S&P 500 des critères d'environnement. Ou bien de dire, voilà, on fait des climate stress tests. Vous savez, quand il y avait les stress tests au moment de la crise 2008, eh bien, on ajoute le climat au stress test. Et là, ça peut peut-être avoir un effet. Et apparemment, il se passe quelque chose. C'est pour ça que la BCE, Christine Lagarde, elle s'intéresse beaucoup à ça. Donc, il se passe quelque chose du côté des banques et du côté des financiers sur le vert, qu'il ne faut pas négliger.
Donc on voit bien que là, il se passe quelque chose qui est voilà, très important. Alors, je voudrais venir à un truc, je ne veux pas être trop long, je vais vous endormir, vous êtes pressés. J'ai deux collègues, Sam Bowles et Wendy Carlin, qui disent en gros, qu'est-ce qui marche bien dans les sociétés? On s'en rend compte en France aussi. En gros, on a besoin du marché. On a besoin des entreprises privées, du secteur privé, parce que c'est eux qui innovent. Et on a besoin de la concurrence entre entreprises. Ça, c'est très important. Il y a pas, on sait maintenant que des économies purement planifiées sans propriété privée, ça ne marche pas. Que pour produire de la richesse, il faut de l'innovation et il faut le marché. Ça, on sait. On sait qu'il faut l'État. Pourquoi? Parce que eh bien, il y a des externalités, comme on dit, que les privés n'internalisent pas. Par exemple, je m'éduque, je ne vois pas l'externalité que ça a sur mon ami Olivier. Ou si j'investis en R&D, moi, de firme, je ne vois pas les externalités technologiques que ça a sur les autres. Donc l'État doit pallier à ça en investissant. Il y a l'État investisseur, et il y a l'État assureur. On sait qu'il y a le rôle de l'État. Ça, c'est très important. Ce n'est pas venu tout seul. Il a fallu des guerres, des luttes, plein de choses pour que petit à petit, l'État investisseur et l'État assureur, au cours de l'histoire, affirment leur rôle. Pour qu'il y ait Jules Ferry, il a fallu Sedan, par exemple. Vous voyez, ça n'est pas venu tout seul. Bon. Donc voilà. Donc il y a l'État. Donc il y a le marché, il y a l'État. D'accord? Et ils travaillent ensemble. D'ailleurs, on voit bien sur le climat. Si je mets une taxe carbone ou si je mets, eh bien, les entreprises vont réagir et ça a des effets incitatifs. Ou si je mets des subventions à l'innovation verte, ça a des effets. Donc on voit bien la complémentarité entre l'État qui décide des subventions et des taxes et le secteur privé. Mais il y a également la société civile, c'est-à-dire les consommateurs, c'est-à-dire les actionnaires, c'est-à-dire voilà, qui jouent un rôle très important. Il faut ce triangle-là. Et des fois, le danger, ça peut être le danger chez nous, c'est l'État ne fait pas toujours suffisamment confiance à la société civile, notamment aux partenaires sociaux, aux corps intermédiaires. C'est très important, et là, il faut l'autorité de l'État, mais il ne faut pas que cette autorité s'exerce au point de déresponsabiliser les acteurs civils. Alors c'est intéressant parce qu'il y a l'exemple du climat. Je vous ai dit, voilà, les taxes et les subventions vertes, et puis la réaction des entreprises, et puis le rôle des consommateurs. On voit bien le triangle marché, État, société civile. Mais c'est vrai sur le Covid. Le Covid est un exemple merveilleux. Les pays qui ont bien marché, c'est des pays, là par exemple l'Allemagne, c'est un pays où les gens sont beaucoup plus responsabilisés. Il n'y a pas eu en Allemagne, on vous confine, vous ne pouvez pas faire plus d'1 kilomètre, sortir plus qu'1 heure par jour. Il n'y a rien eu de tout ça. Moi je voyais des collègues qui habitaient Francfort, ils allaient librement, ils passaient 5 heures au parc, mais ils sont plus responsables. Et nous, il y a un peu le côté... Je suis très coercitif et l'individu triche, voyez. Alors comme il triche, on doit être plus coercitif. Nous, on est un peu dans un équilibre où il y a beaucoup de coercition et beaucoup de triche. Et on voudrait aller vers un équilibre où il y ait un peu moins de coercition et moins de triche également. C'est-à-dire comment je peux... Donc on a besoin d'autorité, mais il ne faut pas que l'autorité soit telle qu'elle décourage la société civile d'avoir elle-même ses normes et d'avoir elle-même sa distanciation, etc. C'est très intéressant le Covid comme exemple là-dessus. On voit différents pays où les trois acteurs ont joué différemment. Je ne veux pas rester trop longtemps, je veux parler du dialogue social. Bon, évidemment, devant Raymond Soubi, c'est intimidant parce que je suis totalement ignorant et lui sait tout et moi je ne sais rien. Mais disons que c'est vrai qu'en France, on souffre beaucoup d'une absence de dialogue social comparé par exemple à l'Allemagne ou aux pays scandinaves. Moi, par exemple, j'ai l'exemple d'un chef d'entreprise suédois ils avaient pris le contrôle d'un chantier naval en France et ils avaient dû faire une restructuration. Il avait expliqué à ses employés ce qu'il fallait faire. Et les employés lui avaient dit, vous savez, monsieur, c'est la première fois qu'on nous parle comme ça. Nous, chez nous, on décide pour nous et on ne nous explique pas, quoi. C'est pas dans la culture. Et je me trouvais ça quand même très intéressant. Ce qu'il nous raconte, peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est une expérience individuelle, mais il y a l'idée que voilà, il y a l'idée qu'on discute. Et en Allemagne, on discute. Il y a ce qu'on appelle la cogestion. Alors évidemment, il y a l'idée que beaucoup plus dans les conseils d'administration, il y a les présences des employés, beaucoup plus en Allemagne qu'en France. Mais il y a aussi le fait que vous avez des syndicats, comme disait mon ami Olivier, qui sont plus des syndicats de service, c'est-à-dire les syndicats sont très représentatifs. La question est de savoir comment nous y arrivons. Est-ce qu'il y a un rôle pour le chèque syndical, par exemple? Est-ce qu'il y a un rôle pour certains? Quelles sont les réformes? Ça pourrait beaucoup parler avec Monsoubi. Quelles réformes on pourrait introduire qui nous ferait avancer dans cette voie-là? En gros, nous, on a d'un côté une concurrence syndicale qui mène à la surenchère. De l'autre côté, on a des fois des chefs d'entreprise qui sont des merveilleux polytechniciens, qui ont été premiers au concours, qui ont réussi plein de choses, qui sont dans les grands corps hyper prestigieux, mais qui peuvent être un peu déconnectés de la réalité de leurs employés.
Comment on arrive à une structure de dialogue pour passer d'un équilibre de défiance comme on a chez nous à un équilibre plus de confiance comme on a en Allemagne ou dans les pays scandinaves. Et là, je crois qu'il y a un grand défi. Je crois qu'un des grands défis pour la France, c'est d'arriver vers ce dialogue social. Je pense que c'est un des grands chantiers. Également, chez nous, on centralise trop. Ce qu'a montré le Covid, en gros, le Covid a été un révélateur. Et après, je m'arrête. Le Covid, ce qui est très intéressant, c'est que ça a été un révélateur de problèmes plus profonds. D'abord, on s'est rendu compte qu'on avait trop désindustrialisé. Moi, j'ai fait quelques études, j'ai montré que voilà, les respirateurs, c'était juste et que finalement, à part le nucléaire et l'aéronautique, on avait les choses filées un peu partout, alors que les Allemands avaient beaucoup plus maintenu par l'investissement et l'innovation. Ça, c'est quand même un des trucs qu'on a révélé. La deuxième chose qu'on a révélé, c'est qu'effectivement, le problème du dialogue et le problème, si vous voulez, qu'on centralise trop. Par exemple, on a vu l'ARS, on a vu, par exemple, l'inefficacité d'une centralisation excessive. Moi, j'ai un collègue, il est un grand professeur de la Pitié, il demande la permission de faire des tests, et au bout de 2 mois, il reçoit une lettre de l'ARS qui lui dit « Vous savez, monsieur, on est en train d'examiner votre demande. » Les gens sont en train de crever chez lui tous les jours. Et au bout de 2 mois, il reçoit une lettre de l'ARS disant on est en train d'examiner votre demande de pouvoir faire des tests à la Pitié, quoi. Donc voilà, donc si vous voulez, je crois que c'est très intéressant parce que cette crise du Covid nous appelle à réfléchir à des réformes profondes. Il y a la réindustrialisation, donc ça c'était un grand chantier. Il y a le dialogue social, c'est un grand chantier. Et il y a un mélange de top-down et de bottom-up, vous voyez, qui doit être trouvé. Je crois beaucoup dans le top-down, mais je crois beaucoup dans la réconciliation entre un top-down et un bottom-up. Un exemple où le top-down et le bottom-up sont réconciliés, c'est les DARPA, les fameuses Defense Advanced Research Project Agency, que les Américains ont mis en place pendant la guerre froide et qui leur ont permis d'inventer le laser, de mettre des gens dans l'espace. C'est un mélange de dépenses qui viennent d'investissements qui viennent du ministère de la Défense, mais ils ont fait un DARPA énergie et ils ont fait la BARDA, qui est la DARPA biologie. Et en même temps, vous avez des chefs d'équipe qui prennent des initiatives, qui sont libres de former des équipes. Et ce mélange très intelligent de top-down et de bottom-up, je pense que c'est un avenir, c'est la manière de repenser la politique industrielle et la manière plus généralement de gérer, de faire avancer notre économie au XXIe siècle. Voilà, merci beaucoup.